Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Éco-Débat. L'Afrique amorce une véritable transformation de son économie culturelle et le cinéma y tient une place de choix. Ces dernières années, les initiatives se sont multipliées pour donner un nouveau coup d'accélérateur à l'industrie cinématographique. Les marchés du cinéma et de la production audiovisuelle réunissent de plus en plus de monde, producteurs, acheteurs de contenu et de films grand écran, amateurs, institutions. L'Afrique et le développement de l'industrie cinématographique, on en parle dans ce numéro spécial de Éco-Débat. Et pour en parler justement, nous recevons Madame Malika Kakaye. Vous êtes productrice et réalisatrice. C'est cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et avec vous sur ce plateau, nous recevons aussi Dr Adjei César. Vous êtes docteur en cinéma et audiovisuel. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Alors, d'entrée de jeu, quel regard vous portez sur le cinéma africain à cette heure? Ok. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez pour parler un peu de l'un des pans les plus, ma foi, l'un des problèmes du cinéma africain, c'est-à-dire le problème du financement. On peut dire que avec le numérique, le cinéma africain, comme partout ailleurs, je peux le dire dans tous les domaines de la vie, le cinéma africain a amorcé une nouvelle voie qui, ma foi, est prometteuse. Une voie prometteuse, vous, quel regard vous portez sur ce cinéma? Je peux dire que quand on regarde, peut-être il y a 5 ans ou il y a je ne sais pas combien d'années, le cinéma qui se faisait celui de maintenant, il y a vraiment un gros progrès en fait. Voilà, aujourd'hui, de plus en plus de monde s'intéresse à ce domaine-là et les gens essaient tant bien que mal de promouvoir en fait le cinéma ivoirien. Il y a plus de séries, il y a plus de films qui sont faits et qui sont distribués sur certaines chaînes et je pense qu'on est sur la bonne voie en fait. On est sur la bonne voie, on est aussi dans cette ère de mondialisation, mais souvent on retient toujours le cinéma africain, le cinéma américain, le cinéma français. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des types de cinéma et quelle est la particularité du cinéma africain? Si ça, je pense qu'il y a de nombreux critiques et puis de nombreux spécialistes qui ont fait des études dans ce domaine-là, pas seulement africains, n'aiment pas trop cette façon globalisante de cantonner la production cinématographique africaine dans un même groupe. Et dans ce groupe, en le faisant, on met tout ce qui est bon et surtout ce qui est mauvais. Il faut dire que, comme vous avez tout à l'heure dit, vous avez parlé du cinéma américain, du cinéma français. Il y a également le cinéma, il y a les cinémas d'Afrique. Je préfère cette appellation que le cinéma africain. Parce que le cinéma africain, le cinéma marocain est différent du cinéma ivoirien. Le cinéma tunisien est différent du cinéma burkinabé. Le cinéma sud-africain est différent du cinéma éthiopien, du cinéma kenyan, actuellement qui est vraiment en pleine ébullition. Donc, il y a plusieurs, je préfère la terminologie, les cinémas d'Afrique. Les cinémas d'Afrique, Madame Malika Kakaye, vous êtes productrice et réalisatrice. Quand vous produisez vos fictions, vos productions, vos films, est-ce que vous appréciez qu'on leur mette une étiquette? Non. Telle production, c'est une production africaine, c'est du cinéma africain? Non, c'est du cinéma tout court en fait. Il n'y a pas une manière de faire le cinéma africain, il n'y a pas une manière, comme vous le dites, entre guillemets, il n'y a pas une manière de faire le cinéma américain, il n'y a pas une manière de faire le cinéma français. Il y a juste une manière de faire le cinéma, c'est tout. On suit la règle tous en fait. Ce qui fait la différence, c'est peut-être, on va dire, les opportunités ou les financements ou le matériel, mais c'est du cinéma qu'on fait, c'est tout. C'est du cinéma qu'on fait, mais quand on regarde aussi sur nos petits écrans ou même en salle de cinéma, il y a quand même quelques petites touches qui font quand même ressentir qu'on est vraiment dans une production américaine. On a cette petite manie de rire un peu des films français quand ça tire un peu. Donc il y a quand même quelques différences. Bon, en même temps, on va dire que chaque film a son identité, hein. On peut pas nier ce fait-là. Chaque film a son identité parce que en même temps, il y a comme vous parlez de tirer sur les mots par rapport au cinéma français, il y a les accents, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Du coup,
c'est pas suffisant pour qu'on dise genre cinéma africain ou autre chose. Voilà, c'est du cinéma, c'est tout quoi. Chacun fait avec les moyens de bord. Chacun fait avec les moyens de bord et justement, quand on regarde ces 15, 20 dernières années, quel regard est-ce qu'on peut jeter sur l'évolution de ce cinéma? Ok. En fait, je vais un peu revenir à ce qu'elle a dit. Effectivement, au niveau de la technicité, moi je pense qu'elle elle est mondialisée, si je peux m'exprimer ainsi. La technique c'est la même technique que tout le monde utilise. Aujourd'hui, par le biais d'Internet, nous on a eu la chance de faire des écoles de cinéma, mais par le biais d'Internet, il y a des gens. Tout à l'heure, j'écoutais le doyen Alain Djigou, je sais pas si je le prononce bien, Djigou, c'est ça, et sur une chaîne, une radio ivoirienne, qui disait qu'il n'a pas fait d'école de cinéma. Donc la technique, la technicité, ce sont des trucs qui sont devenus universels. Donc on peut peut-être apprendre le cinéma par le biais, apprendre sur l'État, comme il y a beaucoup de cinéastes ivoiriens, africains surtout, ont appris sur l'État. Mais au niveau de la particularité, comme vous l'avez dit, une mise en scène en Côte d'Ivoire est différente d'une mise en scène. Il y a une légère différence. Ça, on peut pas l'occulter, en fait. Parce que un film français, comme vous l'avez dit, il y a une particularité qui, même dans l'Union européenne, le film français a peut-être ce petit truc-là qui est différent du film peut-être italien ou comme ça même portugais. Donc il y a cela. Et puis le territoire même de tournage. Je suis rentré dans le côté peut-être plus artistique, en fait. Le territoire de tournage. Quand je regarde un film ivoirien, par rapport aux différents plans que les gens utilisent, les essais que les gens, je peux peut-être identifier la Côte d'Ivoire. Et si on va un peu plus au-delà, on connaît l'Ivoirien. Nos histoires ici, souvent, on prend le cas de la série qui a eu plus de tutelles. Ma famille, par exemple, vous allez voir des manières, des manières de relater l'histoire, des manières de transcrire l'histoire qui peut-être peut être différente de notre sœur burkinabé. Donc ce sont ces différents éléments-là qui nous poussent qui nous permettent de classifier un film, d'identifier un film peut-être ivoirien d'un film sinon un film. Au niveau de la technique, ça dépend de celui qui fait la mise en scène ou bien du réalisateur. Mais je pense que de plus en plus, on tend à dépasser ces clivages-là. Parce que quand vous partez à Nollywood, par exemple, depuis que le Nollywood a pris son essor, on fait venir des techniciens des Royaumes-Unis, de la France, des États-Unis même pour venir produire des films. Donc ce film-là, il est nigérien, mais est-ce qu'au niveau sur le plan technique, on peut dire qu'il est nigérien à 100%? Donc c'est la globalisation, c'est la mondialisation. Donc la production cinématographique aussi s'y met en fait. Et justement, je vous reprends sur le terme de Nollywood, ce fameux cinéma nigérian. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, cela m'est revenu, on voit que Nollywood, en termes de quantité de production, aujourd'hui dépasse mais largement Hollywood. Est-ce qu'on peut dire que sur le continent africain, ou bien au niveau de l'Afrique, il est plus facile de produire des films qu'ailleurs? Bon, vous savez, la production diffère en fonction des pays. Je ne vais pas généraliser de sorte à dire Afrique ou autre chose, mais ça diffère en fonction des pays. Nollywood, par exemple, ils ont peut-être la chance de produire, peut-être, je ne sais pas, 5 films ou 5 films par mois ou par semaine, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est différent en fait. C'est différent. Déjà, pour pouvoir produire un film, il faudra avoir les financements. Et ça, c'est la première difficulté. Sinon, les idées de films, les scénarios, ça coule. Il y en a, mais vraiment à la pelle, quoi. Mais le financement, l'argent pour tourner le film, là, c'est ce qui fait que ici, on bute un peu sur les productions, etc. C'est un peu compliqué. On va se retrouver à faire peut-être 3 films par an au lieu de faire peut-être 3 films par mois. Parce qu'ici, on ne bénéficie pas forcément. Pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais c'est difficile d'avoir. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Pour avoir difficilement accès à ces financements. Et d'ailleurs, comment ça se passe, ces financements dont vous parlez justement? Est-ce que vous allez vers les banques ou bien vous cherchez plutôt des financements parallèles par des institutions ou par des proches? Déjà, on a le FONSIC ici en Côte d'Ivoire qui est susceptible de financer des projets.
Voilà. En même temps, il faut dire qu'on est, on est sur un territoire, on est en Afrique, hein, on est sur un territoire ici, ils n'ont pas forcément la culture du cinéma. Ici, quand tu dis à un parent africain que moi je vais être réalisateur ou bien je suis acteur, c'est limite, ah ok, tu sors dans quoi ma famille? Ah donc toi, école tu as fait là, c'est pour Patiette, ceci, c'est pour Patiette, cela. C'est pas quelque chose en laquelle on croit. C'est pas quelque chose dans laquelle un parent veut voir forcément son enfant évoluer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutiennent dans ce domaine-là, mais c'est pas forcément le cas chez d'autres personnes. Et on va passer cette étape-là. Tu produis ton scénario, tu fais le budget, tu fais le dossier, pardon, pour pouvoir avoir un financement. On ne te connaît pas en fait. Je te donne le financement sur la base de quoi? Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Je ne dis pas ça pour moi parce que moi, je n'ai jamais eu recours à ces différentes entités-là qui peuvent me permettre, par exemple, de tourner mon film. Je ne suis jamais allée demander un financement au FONSIC ni à une autre maison susceptible de financer mon projet. Mais, je veux dire, il y a des personnes qui se permettent qui se donnent le courage, qui ont le courage d'aller vers ces maisons-là, ou même pour faciliter les choses, qui vont, par exemple, voir des maisons des télés, voilà. Je ne vais pas dire de nom, mais pour pouvoir avoir un financement, pour voir si la télé est intéressée par ce projet et serait susceptible, par exemple, de financer ce projet-là. Mais pas que le projet est mauvais, pas que le scénario est mauvais, mais qu'est-ce que vous avez déjà réalisé qui peut nous permettre qui peut vous rendre crédible à nos yeux? Mais écoutez, si vous ne donnez pas de financement, comment est-ce qu'on réalise pour être crédible? C'est difficile en fait. Est-ce que vous partagez ce point de vue côté financement? Ok, je partage ce qu'elle a dit. Il faut reconnaître que le modèle, moi j'aime beaucoup le modèle économique français, c'est-à-dire du financement du cinéma en France, qui est vraiment... Bon, je pense qu'il y a, à l'origine, il y a eu des difficultés. Et face à ces difficultés, ils ont créé un modèle qui marche bien, qui fait école même dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, la production cinématographique, comme le disait un grand frère, ce sont des initiatives privées. La plupart les vraies maisons de production qui existent en Côte d'Ivoire, qui peuvent débourser des millions pour produire un film, bon, je ne pense pas qu'on peut trouver 5, sincèrement, pour ne pas exagérer. Les banques. Les banques ne maîtrisent pas le modèle du cinéma, le modèle d'économie du cinéma. Les banques ne maîtrisent pas. J'ai entendu quelqu'un dire tout dernièrement que quand tu vas voir une banque, elle te pose la question, mais attends, nous gardons les économies, les épargnes des clients. On met dans ce cinéma-là. Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Donc, il ne veut pas prendre ce risque. Mais je pense que l'atmosphère s'y prête parce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on va beaucoup parler de la Côte d'Ivoire parce que je pense que le sujet, c'est plutôt le cinéma africain de façon générale. Mais on prend le cas de la Côte d'Ivoire. Heureusement qu'un opérateur vient nous aider parce qu'il y a d'ici peu, il y avait seulement une salle de cinéma, 1 ou 2 salles de cinéma. On est passé à 3, vraiment avec des standards qu'on apprécie bien. Et maintenant, je pense qu'on a 5. On espère bien que du côté d'Abobo, un opérateur va se décider d'ouvrir une salle de cinéma parce que vous connaissez Abobo, c'est une commune qui est quand même la commune la plus populaire de Côte d'Ivoire. Donc s'il y a une salle de cinéma, c'est petit à petit, quand on va accroître le nombre de cinéphiles, que peut-être les gens, les banques, les particuliers, vont peut-être nous rejoindre dans notre dynamique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même au Nigeria, on parle beaucoup de Nollywood, mais Nollywood, au début, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Parce qu'il y a eu des initiatives privées. Ce sont de façon individuelle des gens qui ont décidé de produire. Ils ont commencé à faire des films, bon, la vidéo, mais c'est après, vu comme ça même, l'attractivité qui naissante dans ce domaine-là, que les banques ont décidé de venir les appuyer.
que l'État même a décidé, et je pense qu'en 2009, Goodluck Jonathan, en son temps, a déboursé 3,5 milliards de dollars. Je l'ai entendu d'une productrice nigérienne tout à l'heure dans mes trucs, pour soutenir la production cinématographique. Il y a eu même des églises qui sont venues produire des œuvres filmiques, pour peut-être qui met plutôt en avant le côté spirituel, bien le christianisme. Il y a eu même des congrégations islamiques qui sont venues, qui sont invités à ce plat-là. Mais je pense que je la comprends, c'est difficile. C'est difficile de produire un film en Afrique. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. Le fonds SIC dont elle parlait, le montant, il a combien? Quand tu te mets 2 milliards, il y a le film October One de Koulé Oufoloyang qui a coûté autour de 2 milliards, quand j'arrondis, ça fait autour de 1,5 milliard. C'est-à-dire même la totalité du budget que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de l'industrie cinématographique ne peut pas, comme ça même, couvrir ce film-là. Mais justement, si je vous reprends sur ce mot, l'État ne peut pas couvrir tous les besoins quand même. Vous demandez une certaine subvention dans le financement. Je pense que le producteur, le réalisateur quand même réussit à réunir un certain minimum. Il vient demander des appuis financiers. En fait, l'industrie cinématographique, là, c'est toute une chaîne, en fait. Et je pense qu'on a critiqué, et le gouvernement ivoirien, pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous a compris. On ne peut pas créer de dynamisme dans cette industrie avec une chaîne de télévision, une seule chaîne, pour ne pas dire deux. Parce que ce sont les chaînes de télévision qui peuvent coproduire, acheter des productions filmiques. Heureusement que depuis 2014, la RTI, notre chaîne nationale, notre groupe de médias, a compris cela. Et ils ont commencé à produire, à distribuer même, à coproduire des films. Je pense bien, avec la TNT et les nouvelles chaînes que je sens vraiment avec un appétit vorace, peut-être que ces chaînes-là vont soutenir la production. Peut-être aller acheter, vous voyez même des scénarios, acheter des productions, comme ça se fait en France. Ce n'est pas parce que peut-être on voit la France un peu trop loin, mais ce sont des modèles qu'on peut appliquer ici. Ce n'est pas aussi difficile, c'est pas aussi difficile que ça. C'est pas aussi difficile que ça, mais ma question demeure, et là je me retournais vraiment vers vous, Madame Malika Kakaye. Quand on parle de financement, le fonds SIC dont il parlait tout à l'heure, qui est le fonds du développement pour le cinéma, en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Fonds de soutien. Fonds de soutien au cinéma. À l'industrie cinématographique. Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Alors, un tel fonds, vous avez un film qui coûte 1 milliard. Quand vous partez voir le fonds, vous partez voir un fonds ou quelqu'un pour vous accompagner, vous ne partez pas demander les 1 milliard en entièreté. Vous partez demander une certaine subvention parce que vous êtes un privé quand même avant tout. Demain, quand vous faites salle comble au box-office, tous les revenus, les bénéfices qui vous reviennent, c'est pour vous, ce n'est plus pour cette institution. Cette institution est censée venir vous accompagner sur certains aspects. Vous savez, quand on va demander un financement, vous partez avec tout le dossier du film, n'est-ce pas? Quand vous allez avec le dossier du film, il y a comment on va dire, il y a le scénario et tout ce qui accompagne le scénario, il y a le budget, etc., qui réunit un certain nombre de choses. Et quand vous partez dans l'espoir d'avoir ce que vous partez, le budget. À défaut d'avoir la totalité, si vous avez eu le quart ou la moitié, vous vous en contentez. Et vous faites ce que vous pouvez faire. Vous savez, ici, la plupart des films qu'on fait, c'est pas forcément... Quand on vous dit, par exemple, j'ai fait ce film avec un tel budget, c'est pas le budget. En fait, ça, c'est le budget de au cas où, comme on dit, entre guillemets, en fait. C'est-à-dire, au cas où je n'ai pas assez d'argent pour tourner ce film-là, je vais me contenter de cette somme-là pour réaliser mon film. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on va demander 1 milliard, si on a eu 1 milliard, tant mieux. Mais si on n'a pas eu 1 milliard, qu'on a eu 100 millions ou je sais pas, on attrape ça et puis on cherche le reste ailleurs, quoi, en fait. Mais moi, j'essaye toujours de comprendre parce que je me dis, le réalisateur, le producteur, c'est vraiment un investisseur, un particulier, un privé. C'est un produit qu'il met sur le marché, son film. Oui. Donc, il s'attend à ce que ce film-là puisse générer des fonds. Donc, il va réussir à monter un business plan, quelque chose de vraiment crédible qu'il va montrer à la banque. Généralement, quand vous partez vers la banque, ce n'est pas pour prendre du financement gratuitement. Vous êtes sûr que ce que vous allez faire va rapporter de l'argent qui va vous permettre de rembourser la banque et de vous faire des bénéfices.
Donc, est-ce que ce problème de financement n'est pas un peu lié à la qualité des productions que l'on voit? Est-ce que si vous-même vous êtes sûr de la qualité? Justement, parlons de qualité. Les films qu'on fait, en fait, quand je dis qu'on fait avec les moyens de bord, quand je disais qu'on faisait le film avec les moyens de bord, si on avait la totalité du budget dont on avait besoin pour ce film-là, je pense qu'on aurait fait ce que vous appelez qualité, hein, guillemets. C'est justement parce qu'on n'a pas la totalité du budget qu'on fait ce que vous voyez à l'écran là. Parce qu'on a envie, parce qu'on est passionné, parce qu'on sait pourquoi on a commencé et qu'on ne veut pas arrêter pour que les gens disent « Ah, mais voilà, elle était à fond dans son domaine, là, on savait que ça n'allait pas arriver quelque part, etc. » Mais nous, on sait pourquoi on a commencé, on est passionné. Des fois, on se prive, je ne dis pas des fois, tout le temps, on se prive pour pouvoir faire les productions que vous voyez à la télé chaque fois, là, en fait. Donc, si on avait la totalité du budget dont on a besoin ou dont on avait besoin pour ce film-là, je pense que vous auriez ça déjà, on dit « Ah ouais, c'est quand même top, niveau qualité, etc. » Mais si on avait ce qu'on voulait, là, je pense que là, on allait rivaliser avec Hollywood, quoi. Parce que eux, on ne peut pas comparer, en fait. Quand je vois des gens dire les Américains, là, quand ils font les films, vous ne voyez pas et vous regardez ce que vous faites. Mais les Américains, ils n'ont pas de problème de budget. Ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas de problème de budget. Donc, quand ils doivent faire un projet, ils prennent le temps que ça doit prendre parce qu'ils n'ont pas de problème de financement. Ça doit mettre 5 ans, 3 ans. Ils vont faire ça pendant 3 ans, pendant 5 ans pour sortir le projet, mais vraiment. Mais quand on regarde, des fois, on regarde, la thématique n'est pas forcément, on va dire quoi, un sujet de société comme quoi on va travailler sur la politique ou la colonisation, ou on va travailler sur l'excision, etc. C'est juste une histoire banale, enfin, une famille. Mais à cause du budget, mais on rend ça waouh. Quand on regarde, on dit, mais franchement, ce film, il est waouh. Mais faut que le cinéma ivoirien arrive à ce niveau-là, hein, parce que franchement, ah non, mais les Américains, c'est... Pourquoi? Parce qu'ils ont le budget. Et donc, quand on dit que c'est... Est-ce que c'est pas à cause de la qualité de vos productions qu'on veut pas vous donner? Mais non, c'est justement parce qu'on ne nous donne pas que vous voyez ce que vous voyez à la télé, là, en fait. Est-ce que vous partagez cet avis, Dr. Adji? En tout cas, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais je vais bondir sur un mot qu'elle a employé, c'est-à-dire la passion. Faire un film en l'état actuel des choses, bon, c'est beaucoup de passion, en fait. Et je tire vraiment le chapeau, c'est tous ces passionnés-là. Mais ce que je veux dire, vous savez, souvent on se plaint des telenovelas et de l'impact de ces films-là sur les Africains, l'Africain noir de façon générale. En fait, Globo, que vous connaissez peut-être, Globo, c'est une initiative du gouvernement brésilien. C'est-à-dire qu'il faut qu'un jour l'État, parce que quand tu parles en Afrique, on a tendance à dire, mais l'État, toujours l'État, toujours l'État, toujours l'État. Les banques sont là pour faire des bénéfices. Quand tu regardes un domaine que tu ne maîtrises pas en tant que banquier, tu ne vas pas mettre ton argent. Vous-même, vous n'allez jamais investir dans ce projet. Mais si l'État constate que les différents acteurs, les différents partenaires, les éventuels financiers se rétractent, l'État peut prendre cette décision-là de soutenir ces champions nationaux. Elle fait partie de nos champions nationaux. Parce que quand tu vois des jeunes avec de maigres moyens qui produisent des films et qui ramènent des trophées, quand elle va au Cameroun, tu as été au Cameroun, je dirais, quand elle va au Cameroun, c'est pas au Bénin ou autre là, les trophées qu'elle glane là-bas, c'est pour la Côte d'Ivoire, on dit l'ivoirienne. Exactement, merci. Alors que la Côte d'Ivoire n'a aucun centime dans ce que... Exactement. Bon, l'État t'a formé, je sais, mais la Côte d'Ivoire n'a aucun centime. Donc, revenons un peu à ce modèle-là. L'État décide, comme ça se fait au Maroc. Chaque année, l'État décide de produire peut-être 5 longs métrages, 5 courts métrages, 2 films documentaires. C'est déjà calculé. Et puis, on demande à ceux qui veulent postuler, on fait l'appel à la candidature. Et chacun vient déposer son projet, son dossier. Et après, il y a une liste qui est publiée. On sait que M. Mohamed a demandé peut-être 300 millions. Mais bon, on lui remet peut-être 10 millions, 10 millions, peut-être 150 millions ou 200 millions. C'est comme ça.
Le Sénégal l'a compris, le Sénégal a appliqué ce modèle-là aussi. Je pense qu'ici, quand je fais la différence, je ne veux pas donner les chiffres, mais quand je fais la différence de ce que le Sénégal mise dans son cinéma, et ce que la Côte d'Ivoire met dans son cinéma, je pense que au niveau de la balance, la Côte d'Ivoire peut mieux faire, peut-être même faire 2 ou 3 fois ce que le Sénégal fait, mais on ne le fait pas. Donc c'est à l'État, c'est à l'État de voir, d'analyser comme ça même le contexte, d'analyser le secteur et de décider de soutenir la production cinématographique nationale. Quand le gouvernement brésilien l'a fait avec Globo et ils ont commencé à produire, le secteur lui-même a pris son autonomie. Actuellement, ils n'ont plus besoin de l'État. Le cinéma brésilien n'a plus besoin de l'État depuis plus de 10, 15 ans pour produire. Vous voyez, ils viennent nous vendre leur production ici. Et nous, peut-être, en termes de trucs, on n'a pas cette possibilité-là de le faire. Donc, je demande à tous ces pays africains-là, en fonction des moyens, on peut les ventiler et permettre nous allons revenir sur ces moyens de ventiler nos productions parce que c'est aussi ça la finalité de tout ce que nous produisons, c'est comment les distribuer après et l'exploitation. Mesdames et messieurs, nous allons juste nous accorder une petite pause et nous revenons dans quelques instants pour la suite de ces éco-débats. Toujours ensemble dans cette émission Éco-Débat, si vous nous prenez en marche, sachez que nous parlons aujourd'hui du développement de l'industrie cinématographique en Afrique. Et sur ce plateau, nous sommes avec Madame Malika Kakaye, productrice et réalisatrice, et Dr Adjé César. Alors dans la première partie, nous avons un peu parlé du financement et surtout des mécanismes de production. Dans cette seconde partie, nous allons revenir un tout petit peu encore sur le financement, mais plutôt sur le volet exploitation et distribution de ce cinéma africain. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on regarde un peu un extrait d'un film qui a un peu fait l'actualité ces derniers temps, Le Gendarme d'Abobo. On regarde juste quelques extraits. Je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt. Si tu crois que ça m'amuse de venir faire la chasse aux terroristes alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas, tu te trompes, mon gros. Une nouvelle alerte? Ah, pas une alerte, un dossier sensible. Le dossier, c'est lui. Lieutenant Leblanc est le fils illégitime du président de la République. Et cet idiot veut une vraie mission antiterroriste de terrain. Je me suis dit, tu le fous à Abidjan, c'est tranquille Abidjan, il risque rien, y a pas de problème. Mais dis-moi, t'as bien une cellule antiterroriste, non? Vous êtes tous des nuls. Oui, chef. Vous ne valez rien. Oui, chef. Calmez-vous. On répond oui, chef. Oui, chef. Ah, oui, chef. Oui, chef. Plus fort. Oui, chef. Vous me le mutez à Bobo. Je suis muté. Sérieux? Abidjan, je suis sûr. Non, Angré. Ah! Ça veut dire que je vais aller à une école internationale à Cocody. Je t'aime, papa. Mon chéri. Regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Il y a des terroristes à Bobo? Si Blanc te dit qu'il y a des terroristes à Bobo, c'est qu'il y a des terroristes. Oui, chef. Ma mission, c'est de trouver des cellules terroristes dans le quartier. Adjudant, nous devons faire preuve de courage et d'audace. Mais il fallait leur dire ça. C'est au microbe, il faut dire ça, c'est pas à moi. Je t'ai dit, réglons circulation. Microbe là, laisse. Tu dis non. Mais comme vous les blancs, on ne vous parle jamais. Adjudant, allez me chercher mon costume. Votre blanc là, moi je veux plus le suivre. Hein. Parce que franchement, je sais plus quoi faire avec toi. En plus, à cause de vous, je porte même plus d'uniforme dans ce bazar. Il faut que je mange. Avec tes histoires de terroristes à la fin, franchement. Adjudant, vous allez quand même pas manger à des heures graves. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Laisse-moi Mais mon adjudant, ça va tout finir? Dites-moi, qu'est-ce que foutait votre fille au milieu de ces voyous? Moi au moins je fricote. Et je te laisse avec ma femme. Tu ne pourras même pas la satisfaire. Toi qui penses que c'est facile, hein? Aller en France. Il faut arriver à l'ambassade. Il y a un rang qui est là, qui a vertige, moi qui va rang là. Mais il sait que se trouve un gars comme toi, comme ça là. Moi là, mon pain qui est clair. Ressaisissez-vous, vous êtes un gendarme. Il m'en fout. Adjudant, nous devons sécuriser la route du cortège. Devant la pharmacie là, on va trouver une femme qui vend de l'eau glacée 50-50. J'ai déjà mangé du choukouya là-bas. Il s'appelle Adama Choukouya, non? Bon, choukouya ou pas choukouya, on y va. C'est terminé. Moi, je ne peux pas me sacrifier pour un président. Adjudant, vous êtes un gendarme, alors portez cette tenue avec fierté. Alors là, vous venez de voir un extrait du fameux Gendarme d'Abobo qui a fait un peu l'actualité et qui était vraiment à la une ici en Afrique de l'Ouest. Alors, pour un film pareil, on parlait tantôt de financement, lever des fonds pour un film pareil, c'est pas une seule personne. Est-ce que vous pensez qu'ils ont juste demandé une subvention ou il y a vraiment
une industrie, un producteur qui s'est vraiment mis derrière, qui a endossé la responsabilité de cette production. Mais en même temps, c'est pas comme si l'agent venait de sa poche lui-même. Enfin, c'est une personne crédible qui est dans le domaine, qui peut-être a déjà fait des activités dans le domaine qui ont été vues, par exemple. Et donc, on lui accorde pas forcément... Enfin, vous savez, il y a du mécénat, il y a du sponsoring, il y a tellement de choses pour le financement. Du coup, voilà. Il a trouvé son créneau, il a eu son financement, il a fait son film. Oui, il a trouvé son créneau, mais j'aimerais revenir au niveau des financements. C'est vrai que peut-être à certaines personnes, on a octroyé dans le passé des prêts ou des subventions. Exactement. Et peut-être ils n'ont pas rempli tout le cahier de charges. Ce qui fait que de nos jours, les structures sont un peu dubitatives, réticentes. Oui, ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé ainsi, mais comme on le dit, c'est une seule personne qui garde pour tout le monde, quoi, en fait. Je me dis, il y a certaines personnes qui ont bénéficié de financement mais qui n'ont pas rempli leur part de contrat, voilà, qui était de faire des films. Ils ont pris le budget et ils n'ont pas fait de film. Du coup, on ne peut pas en vouloir à certaines structures ou certaines entités de ne pas financer les films parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas été réglo en fait avant nous. Du coup, mais en même temps, tout le monde n'est pas pareil. Donc, c'est dur, mais nous, on continue d'essayer, on continue de faire des films. Il faut donner la chance à tout un chacun. Exactement, alors, docteur, je vais revenir vers vous. Quand on prend l'exemple du gendarme d'Abobo que nous venons de voir tout à l'heure, quand même, à travers le cinéma, le producteur ou le réalisateur, si je me trompe, en tout cas celui qui a l'idée de ce film et qui le soutient, il y a quand même un message qu'il veut véhiculer à travers ces films. Il y a une certaine, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est un canal quand même d'expression, c'est un média quand même, le cinéma. Si. Donc les États, comme vous le dites tantôt, peuvent s'appuyer sur ces mécanismes, sur ce cinéma pour se revaloriser, je pense. Si. Au niveau, même si revenons un peu au financement, ça c'est une grosse production. Je ne pense pas que peut-être l'État de Côte d'Ivoire a contribué, mais je ne pense pas que ça soit à hauteur de peut-être 5%. Ça, parce que c'est une grosse production, il y a des entités extérieures qui sont sur cette production. Et puis bon, quand on présente un projet, moi je pense que quand tu réunis un tel casting, quand tu le proposes à n'importe quel producteur sérieux, je pense qu'il ne va pas cracher là-dessus. Il y a ces éléments. Il y a un élément que je voulais qu'on revienne sur un élément. Vous savez, quand on dit le financement, c'est l'organisation du secteur aussi. Ça, c'est à l'État de le faire. Parce que moi, je ne peux pas me lever pour aller aller ramasser des CD piratés à Bobo. Ça, je ne peux pas le faire. Mais c'est l'État qui doit mieux former ces gendarmes, ces policiers, pour que ceux-là puissent comprendre que les CD qu'on vend dans la rue, ce ne sont pas des CD, ce sont des CD piratés. Donc, en tant qu'agent de l'État, en tant qu'appareil de l'État, ils doivent ramasser ces CD-là et interdire la vente de ces CD. Mais si lui-même, il se retrouve là en train d'en acheter. Bon, bref, le cinéma, même aux États-Unis, on parle souvent aux États-Unis. Aux États-Unis également, il y a ce qu'on appelle le droit d'asile. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus, dans tout ce qui est mécanisme les financiers alternatifs du cinéma. Donc, l'État peut financer un film parce que ce film-là fait un peu la promotion de la culture ivoirienne ou bien la culture du pays. Au Nigeria, par exemple, on avait constaté le premier financement étatique est venu du fait que avec la diffusion dans les ménages des vidéos, des films de Nollywood, l'État a constaté que le taux d'analphabète avait considérablement diminué. Parce que ces films qui étaient transcrits, qui étaient plutôt réalisés en Yoruba, dans des langues locales, étaient également sous-titrés en anglais. Donc ça a permis à certains d'essayer de comprendre un peu, d'apprendre à lire par le biais de ces films. Donc l'État a vu l'importance de cela et l'État est venu. Bon, les gens peuvent se battre et puis eux-mêmes se démerder pour pouvoir produire. Mais vu le sérieux qu'ils ont, l'État peut-être peut venir après pour venir les poursuivre, pour venir les aider. Mais c'est à l'État de faire ça. Le cinéma est un média. Bon, ceux qui ont eu la chance de faire la communication savent, le cinéma est un média. De la même manière qu'une entreprise fait son plan immédiat en intégrant l'affichage publicitaire,
La télévision, la publicité, les réclames publicitaires, les journaux, c'est dans ce même cadre-là qu'on fait son média planning vis-à-vis de ce média-là pour pouvoir insérer des supports publicitaires dans ces films-là. C'est ce qu'on appelle le placement de produits, le produit placement. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on peut financer les films. Mais si tu fais un film, parce que tu as un contrat, tout à l'heure le film qu'on a regardé, peut-être vous n'avez... L'œil d'artiste m'a permis de voir que il y avait une insertion publicitaire de BMW. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Dans une séquence tout à l'heure, peut-être vous l'avez vu. Mais ça, je ne peux pas l'attester. Mais vu la valeur, le cadrage, je peux dire que ça peut être un placement de produit. Et pour une telle insertion, il y a des gens qui ont bénéficié jusqu'à 30 millions dans ce pays-là que je ne veux pas citer. Mais c'est à l'État de mettre en place ce mécanisme-là. Pour ne pas que, du fait de cette insertion publicitaire, la télévision nationale peut-être refuse d'acheter ce film-là. Mais le côté, en diplomatie culturelle, revenons-en, en diplomatie culturelle par exemple, le cinéma peut nous permettre de faire la promotion de nos sites touristiques. Je envisage même d'écrire un article là-dessus, de nos sites touristiques. Amman, il y a tellement, le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire est tellement vaste. Il y a ce qu'on appelle le tourisme cinématographique. C'est-à-dire, moi je regarde un film peut-être à Amman et puis je vois la cascade. Je peux même payer mon billet d'avion de Singapour pour venir visiter cette île. Je l'ai vu dans le film et je suis tombé amoureux, si je peux le dire, de ce site-là. J'envisage prendre mon vol pour venir découvrir ce site. C'est ça qu'on appelle le marketing, le tourisme cinématographique. En France, il y a des régions qui, parce que comme là-bas, il y a les données, donc on peut mesurer l'attractivité ou bien le nombre de touristes dans une région bien définie. Il y a un film qui a été tourné dans une région française et après, quand le film, vu le succès du film, le conseil régional de cette région-là a constaté que le taux de touristes dans la région et qui visitaient les sites sur lesquels le film avait été tourné, s'est accru. Pourquoi les gens ont vu le film et ils ont décidé, et ce n'est pas seulement les Français, certains venaient de l'Europe, de la Chine, pour venir regarder, pour venir voir ce site-là. Donc on peut utiliser cela aussi pour pouvoir financer le cinéma. Et j'exhorte beaucoup, surtout au niveau du placement de produits. Les sites touristiques, le ministère du Tourisme peut intervenir là. Il y a l'eau commune. Quand vous prenez le titre, je prends le titre Aya de Yopougon. Quelqu'un qui a regardé le film en France peut décider de venir visiter Yopougon. Et je pense bien qu'à la sortie du film, lors de sa diffusion à l'espace Figaro, le maire de Yopougon a pris la parole et il a même donné, je pense, 2 ou 5 millions. Parce qu'il dit, par le biais de ce film, c'est une vitrine qui s'ouvre pour Yopougon. Tout à l'heure, on a vu le gendarme d'Abobo. Quelqu'un peut venir, parce que c'est un film qui, actuellement, est en diffusion en France. Quelqu'un peut quitter la France pour venir regarder ce film parce qu'il a vu peut-être le décor. Il veut même lui-même venir visiter ce film dans le cadre dans le cadre du tourisme cinématographique dont j'en parlais. Il y a plein de cas. Même aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure, aux États-Unis, quand vous faites un film, que les symboles de l'État, c'est-à-dire la Maison-Blanche ou le pays de Washington, apparaît dans ce film. C'est ce qu'on appelle le droit des îles. Il y a le Fonds du patrimoine américain qui vous soutient. J'ai vu dans un livre que c'est autour de 6 à 7 millions de dollars qu'on vous donne parce que vous faites la promotion du patrimoine culturel américain. Le cinéma nous ouvre des portes et c'est à nous ou à tous les acteurs du monde du cinéma de vraiment s'en approprier. Alors, je veux revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un film Aya de Yopougon. C'est ça. C'est un film qui a une certaine particularité parce que c'est un film d'animation. Là, nous avons vu un peu de manière production comment prendre des acteurs, des personnages réels. Mais là, on voit que de plus en plus sur le continent africain se développe le cinéma d'animation. Est-ce que ce cinéma-là, en griffe, il a de l'avenir en Afrique? Et comment est-ce qu'on peut utiliser ce cinéma-là pour rentrer dans la diplomatie culturelle dont vous parlez tout à l'heure? Dans ce genre de film-là, peut-être le message il passe mieux ou bien la promotion elle passe mieux. Mais en même temps, c'est un film, hein, tu vois, c'est un film
en bonne et due forme, mais ça demande beaucoup plus d'efforts que le film classique, comme vous l'avez dit en fait. Parce que ce film-là, vous écrivez comme vous faites un film normal, et puis après il y a le doublage des voix pour le dessin et tout, la caricature et tout ça. Franchement, c'est un travail de maître, quoi. Et ce film-là, franchement, il est tellement réussi. Moi, j'étais à la première, à Figayo, là, j'ai regardé. C'était vraiment bien, il y avait du monde et ça continue de susciter toujours la curiosité, voilà, de faire son bout de chemin et tout. Franchement, chapeau. Et même, je pense que l'une des réalisatrices est ivoirienne, je crois. Clémentine, voilà. comment elle s'appelle? Et c'est tout en notre honneur. Voilà, c'est tout en notre honneur, mais bon, c'est vraiment bien, quoi. Si je reviens vers vous, docteur, qu'est-ce qui peut expliquer cette montée en puissance des films d'animation sur le continent africain? Moi, je pense que, contrairement aux films d'animation, peut-être en Europe, nos cinéastes qui se sont lancés dans ce pan-là de la production cinématographique, ont compris, en fait. Quand on prenait African Toon, par exemple, ici, ils produisent plutôt des films. Ils ont commencé avec nos classiques. La Reine à Blapoku, Diaoufoué, Sungiata, si je ne me trompe. Oui. Ça permet, au-delà même des grandes personnes, nos enfants, par le biais de, je vais voir plutôt le côté diplomatie culturelle dont on en parlait, ça peut permettre à nos enfants là de comprendre ce qu'ils ont vu dans les livres, nous-mêmes peut-être. Comprendre ce qu'ils ont vu dans les livres en ce qui concerne Ablapoku, ou bien Sundiata Keïta. Et comme je le dis, quand vous associez l'image au son, la portée est plus grande que peut-être l'image seule, que fixe, ou bien le son simplement. Donc ça peut... ils ont choisi le meilleur volet, c'est-à-dire faire la promotion de nos mythes, nos cultures, nos histoires coloniales par le biais de ces films d'animation. Et c'est ce qui est à saluer. Maintenant, il y a depuis comme ça sort d'un autre cadre, parce que il y a deux réalisateurs. Il y a Clément Oblery, qui est français, j'ai travaillé sur le film, donc je peux peut-être en parler un peu plus aisément, qui a fait tout ce qui est dessin. Et puis il y a Marguerite Aboué, qui avait déjà la bande dessinée en version physique, version papier, qui a transcrit, qui a écrit toute l'histoire, qui a fait le casting des acteurs. Et les voix que vous entendez, il y a de très grands noms dans du cinéma français qui ont comme ça apporté les voix pour la réalisation de ce film-là. Et vraiment, c'était un chapeau. Le financement aussi était là. Et comme... C'est tout ça. Comme elle venait de la France, voilà, ici, moi j'ai vu de très grandes entreprises qui ont organisé comme ça, des diffusions en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, dans plein de pays. Parce que, bon, c'est peut-être un petit complexe. Et pour rebondir, bon, comme il a dit, ça peut être un petit complexe aussi, on ne sait pas, mais en même temps, on voit que nos enfants, nos frères à la maison, ils ont l'habitude de regarder des dessins animés, mais qui viennent d'ailleurs. Voilà. Et le fait de voir que l'Afrique peut faire ce genre de films aussi, les films d'animation, parce que c'est pas seulement Aya de Yopougon, il y a aussi Kirikou, il y a aussi Sundiata que j'ai regardé dernièrement avec ma petite sœur. Il y a le Roi Lion que les Américains ont fait, mais en même temps, il y a quand même des petites touches venues d'Afrique et tout, voilà. C'est déjà bien de savoir que l'Afrique peut produire ce genre de film aussi, parce que quand on dit dessin animé, on pense tout de suite aux petits blancs dans certaines choses. Mais ça, c'est déjà top quand même, parce que on en apprend, nous-mêmes, comme mon professeur a dit, nous-mêmes les vieilles personnes, on en apprend quand même sur certaines choses. Et ce film-là, par exemple, on sait comment Yopougon peut être mouvementé, peut être chaud quand même, entre guillemets, hein, quand je dis chaud. Et c'est ce qu'ils ont essayé de retranscrire, mais c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien de tous les jours. C'est pas forcément une thématique, comme on dit, genre, il faut envoyer un thème qui plaît pour qu'on puisse financer. C'est pas forcément une thématique, c'est vraiment le quotidien des habitants de Yop City. Et puis c'est passé, quoi. C'est tellement digeste. C'est digeste et c'est facile à être diffusé. Fluide, et justement, digeste, voilà. Nous avons remarqué que pendant une certaine période, les cinémas étaient vraiment vides. Les cinémas étaient vides, il y avait très peu de personnes qui allaient au cinéma.
il y a eu un certain décrochage. Qu'est-ce qui explique ce décrochage? Est-ce la mauvaise qualité en griffe de production qui était faite dans ce laps de temps, ou bien la faiblesse de la quantité de production, ou bien le système de distribution était vraiment assez rouillé? Sur ça, je pense qu'il y a, deux idées. Hein. Il y a le cadre même du... Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a connu des périodes troubles depuis 1995 jusqu'à un certain moment. On a connu des périodes troubles. Donc, se retrouver seul, comme le disait feu ma tata Marie-Louise Asseux, se retrouver seul à une certaine heure dans les rues abidjanaises, ce n'était pas facile. Et vous-même, vous connaissez le cinéma Liberté. Vous pensez que quelqu'un peut se retrouver là à 22h en 2020 là, pour aller regarder un film? Je pense bien que l'implantation ou bien la construction des salles de cinéma devrait suivre. Peut-être les années comme ça même difficiles de la Côte d'Ivoire sont passées par là. Et puis bon, arrivé à un certain moment, les soucis économiques ont fait qu'on a plutôt préféré certains domaines dans lesquels on devrait investir, et puis on a laissé ce côté-là. Sinon, en termes de nombre de productions, je vais vous surprendre. J'étais à un colloque en 2015, je pense qu'on était ensemble, à Ouaga. Et j'ai été surpris, l'ancien directeur de la cinématographie, truc comme ça même, burkinabé, nous disait qu'au moment où nous on fermait nos salles de cinéma ici, ce sont les films, les productions ivoiriennes qui faisaient les affiches au Burkina. Ce sont les films ivoiriens qu'ils utilisaient pour entretenir les salles de cinéma burkinabé, alors que chez nous ici, on fermait les salles ici. Je pense que c'est... sur ça aussi, on va parler toujours de l'État, mais bon, l'État n'est pas là pour tout faire, mais je pense qu'arrivé au moment, l'État peut-être, une fois, j'ai entendu le ministre de la Culture le dire, que l'État allait peut-être penser à racheter certaines salles-là de cinéma à des privés pour que, bon, celles qui sont devenues des églises ou des supermarchés... de relancer la dynamique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? En même temps, c'était par manque de salles aussi. Voilà, il n'y avait pas de salle. Du coup, il n'y a pas de salle, on regarde où. Et en même temps, les Ivoiriens n'avaient pas forcément la culture de fréquenter des salles de cinéma, etc. Mais maintenant, Dieu merci, enfin, je vais dire ça comme ça, il y a un certain engouement en fait. Grâce au NTIC, grâce à la technologie, on a accès à des réseaux qui nous font voir des bandes d'affiches ou bien des bandes d'annonces de films qui sont waouh. Et on voit qu'on peut regarder quand ça sort et tout en salle. Aujourd'hui, l'Ivoirien est prêt à payer 5 000 pour aller regarder un film. Maintenant, Dieu merci, les salles sont éclatées. Du coup, on n'est plus obligé de se déplacer, par exemple, pour genre, quitter Yopougon, aller à Cocody, à l'Ivoire, regarder un film. Maintenant, il y a Majestic à Yopougon. Ça dit qu'ils essaient de mettre ça à proximité. On en a autour de nous et on est curieux. Et maintenant, les salles se remplissent. Et moi, je vais quand même, de temps en temps, je vais assez fréquemment. Quand un film sort, je regarde, je consulte à chaque fois. Je vois s'il y a un film qui m'intéresse. Je vais avec ma consoeur, on regarde. Bien qu'on ne regarde pas comme tout le monde, mais on regarde quand même. Et voilà quoi, c'est toujours intéressant. Regarder un film en salle de cinéma, regarder un film à la maison chez soi, c'est différent. C'est très très différent et j'encourage tout le monde à faire ça quoi, quand même, ceux qui peuvent. Alors le cinéma, tout un rêve dans lequel on aurait espéré ou rêvé rester encore plus longtemps, mais nous arrivons au terme de cette émission. Alors très rapidement, mais vraiment très rapidement, en 20 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire pour la relance de l'industrie cinématographique en Afrique? Moi je pense que l'État, c'est pas tout demander à l'État, mais je pense que quand il y a un domaine et l'État fait le constat, actuellement le souci de tous les pays, tous les gouvernements, c'est de trouver du boulot aux jeunes. Les jeunes sont plus nombreux en Afrique. Bon, ailleurs, c'est une chance, mais ici, ça devient souvent un cauchemar. Donc, pourquoi ne pas trouver ces canaux-là en professionnalisant le secteur, en aidant, en soutenant la production. Un film comme Interprète n'a pas coûté plus de 20 millions. Mais vous avez vu le carton que ça fait. Elle a usé des réseaux sociaux, des médias sociaux pour pouvoir faire la promotion
Et ça a pris. Je pense, comme elle-même le dit, elle n'a pas rentabilisé comme il se doit, mais le film elle continue à rentabiliser le film. Le film a été diffusé dans une grande compagnie que je vais taire le nom pendant les vols. Et puis, je pense qu'on peut produire avec le numérique, on n'a pas besoin de grandes choses pour soutenir la production. Il faut commencer doucement. Quand le secteur va prendre son autonomie, le secteur n'aura même plus besoin de l'État. Parce que quand tu fais un budget de 2 milliards, je ne pense pas que l'État va te donner 2 milliards pour niveau de construire une université quelque part à Bengourou, à Ouaga, quelque chose comme ça. Et ça, je pense que c'est très bien entendu. Et vous, Madame Malika Kakaye? Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que le domaine du cinéma est un domaine prometteur. Voilà, ça crée de l'emploi. Parce que le cinéma, c'est un tout, mais il y a plusieurs métiers dans le cinéma. Ça crée de l'emploi et l'État, comme il a dit, on ne va pas tout demander à l'État, mais quand même, ce serait bien d'avoir le soutien quand même de son pays. Parce que quand on sort du pays, quand on va à l'extérieur, accompagner notre film qu'on a fait à la sueur de notre front, et quand on glande les lauriers, quand on prend un prix là-bas, on ne dit pas Malika Andrea Kakaye, la fille de Monsieur Kakaye, a fait. Non, on dit l'Ivoirienne a eu le prix. On dit qui a eu le premier prix, on dit c'est la Côte d'Ivoire. On dit c'est l'Ivoirienne qui a eu le premier prix. On ne dit pas c'est Kakaye Malika. En ce moment-là, je n'ai plus de nom, je m'appelle l'Ivoirienne. On dit c'est l'Ivoirienne qui a eu le prix, c'est la Béninoise qui a eu le prix, c'est l'Ivoirienne qui a eu tel prix d'éveil ou de quoi. On ne dit plus ton nom en fait. Même quand vous vous retrouvez dans des festivals, quand vous voulez vous appeler, on dit ah, il y a 2 Sénégalaises, il y a 2 Ivoiriennes, chacune est venue, tu accompagnes ton film, on dit chacune est venue défendre le drapeau de son pays. C'est pour dire que on a tendance à dire que le cinéma n'est pas, comme on appelle, on veut pas, enfin, c'est une perte de temps. Mais ce que le cinéma apporte dans chaque pays, vous ne pouvez pas savoir. Parce que quand on va, c'est le pays qu'on vend. On revient avec le trophée pour le pays. Parce que quand ça chauffe, là, on ne dit pas Malika, on dit l'Ivoirienne. L'Ivoirienne. Alors vraiment, donc, encore merci pour tous ces éclairages. Merci Madame Malika Kakaye, je rappelle que vous êtes productrice et réalisatrice. Merci pour vos éclairages. Et merci avec vous, merci encore Dr César Adjé. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous avons abordé la thématique du développement cinématographique sur le continent africain et de son impact sur nos économies locales. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Éco-Débat. Éco-Débat, un nouveau regard sur l'économie en Afrique.